Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc j'ai évidemment l'immense honneur là de vous faire rentrer dans un des cœurs du sujet de la Cité Quick, qui est donc les énergies marines renouvelables. Alors c'est parmi les énergies renouvelables des systèmes qui, vous allez le voir, font rêver aussi technologiquement. Ce sont de beaux outils. Et en plus de leur potentiel, et donc de l'immense potentiel naturel que l'on a, ce sont de belles machines. Et il y a beaucoup à faire évoluer, bien sûr, ces machines pour qu'elles rentrent dans un système productif d'énergie renouvelable. Mais donc, on va faire un tour assez rapide de l'ensemble de ces énergies. Alors tout d'abord, les énergies marines renouvelables, au sens, je dirais, latin du terme, c'est l'ensemble des énergies physiques, d'origine physique, que l'on peut récupérer en mer. Donc du coup, on introduit aussi l'éolien dans les énergies marines. Au sens anglo-saxon, il y a la distinction des énergies océaniques et qui, elles, comprennent ce que l'on a le plus intuitivement, récupéré en mer, c'est-à-dire l'énergie des vagues, l'énergie des courants, la marée, et puis aussi donc les énergies thermiques des mers et enfin l'osmotique. Alors on va faire un petit tour d'horizon rapide, donc de belles images en montrant de belles réalisations. Tout d'abord sur l'éolien posé. Cela se caractérise par une transposition, certes, de l'éolien terrestre, mais par des machines beaucoup plus grosses. C'est là que, dès aujourd'hui, on a des machines à 5 MW, que dans quelques années, on aura des machines à 7-10 MW. Et c'est, en fait, pour des questions d'usage, mais aussi pour des questions, du coup, d'efficacité, le seul endroit où on va pouvoir vraiment développer ces très grandes éoliennes. Donc, quand on parle du très grand éolien, il s'agit aussi donc de l'éolien offshore. Et donc, sa première version, c'est l'éolien offshore posé. Là, vous voyez donc deux réalisations auxquelles contribuent des groupes français. Donc, la machine d'Areva sur le champ Alpha Ventus donc en Allemagne, et puis la machine Aliad d'Alstom. Alors, ensuite, quand on va un peu plus loin en mer, que l'on ne peut plus finalement poser ces machines, eh bien, l'idée, c'est donc de décliner ce que l'on a su faire avec l'offshore pétrolier, c'est-à-dire des systèmes flottants, donc des plateformes flottantes sur lesquelles donc, on va installer à nouveau des éoliennes de très grande capacité. Et donc là, vous voyez deux projets qui font partie des démonstrateurs cités tout à l'heure. Donc le démonstrateur WindFlow et le démonstrateur VertiWind, l'un développé sur la façade atlantique, l'autre sur la façade méditerranéenne, un peu adapté d'ailleurs justement à ces deux environnements et ces deux marchés distincts. Et donc, vous voyez ces systèmes donc, flottants sur lesquels aussi on innove ou bien on revient aussi sur certaines formes d'éoliennes, donc les éoliennes bipales, les éoliennes à axe vertical, voilà, qu'on ne retrouve plus à terre, sinon pour les petites éoliennes. Parlons de la marée. Alors, évidemment, pendant 40 ans, eh bien, nous avions la chance d'être vraiment les leaders sur les énergies marines en général, parce que nous avions la plus grosse centrale, donc de 240 MW, la centrale de la Rance. Elle vient juste d'être dépassée par une centrale sud-coréenne, mais ce genre de développement, finalement, n'a pas suivi cette tendance. Et si donc il y a eu 40 ans de leadership, c'est qu'on n'a pas pu le décliner à cette échelle aussi facilement. Néanmoins, il y a un avenir pour le marémoteur, donc pour ces barrages, alors pas forcément sur de grands estuaires, parce que les conséquences environnementales sont à prendre en compte, et puis sur les usages aussi, il y a pas mal de difficultés, mais dans des zones déjà fortement anthropisées, eh bien, il y a donc tout un volet de développement qui ira d'autant plus vite qu'il sera en conjonction avec le développement du petit hydraulique qui se développe sur les fleuves, turbines de basse chute, etc. La suite, c'est eh bien, aller rechercher non plus l'énergie potentielle de la marée, mais l'énergie des courants. Alors, dans un premier temps, c'est bien l'énergie des courants de marée,
Dans un second temps, plus futuriste, on ira chercher les grands courants océaniques. Mais les machines que vous voyez là sont des machines prototypes aussi. À droite, vous avez la machine Sabella, elle aussi un des démonstrateurs de l'AMI cité tout à l'heure. Et puis à gauche, eh bien, vous avez le montage ici à Brest de l'hydrolienne Open Hydro, qui va être implanté sur une ferme pilote donc à Paimpol-Bréhat. Et vous voyez, dans les deux cas, bon, la celle de droite là, est de 3 mètres, mais justement, ça, c'est un petit prototype de 3 mètres. Le démonstrateur, lui, est à 10 mètres et sera déployé ici au Frommer. Là, sur la gauche, vous avez déjà donc, une machine de 16 mètres de diamètre. Alors, ensuite, après le courant, vous avez les vagues. Les vagues, là, on aurait pu faire une planche avec de très nombreux exemples et de très nombreux systèmes. Des systèmes d'articulation, des systèmes de colonnes oscillantes, des systèmes de récupération de la houle à la côte. Bon, là, on vous en montre que 2 auxquels participent là encore soit des PME, soit des groupes français. Et donc, ce sont des systèmes. Je ne l'ai pas dit pour les hydroliennes, mais j'aurais dû donner un peu la puissance. La puissance des hydroliennes que vous voyez tout à l'heure, c'est une puissance à 500 kW. Hein, et disons, l'ordre de grandeur, c'est 500 kW à 1 MW unitairement. Et là, c'est ce que vous retrouvez aussi sur les systèmes houlomoteurs qui sont en cours de développement aujourd'hui. Ceci pour faire la différence avec les éoliennes qu'on vous montrait tout à l'heure. Pour l'énergie thermique des mers, là, il y a 2 solutions, ou je dirais même 3. La première est de récupérer directement de l'électricité. Et donc, c'est un cycle thermique par lequel, soit directement par évaporation de l'eau froide que l'on va chercher en grande profondeur à la surface, où on trouve des couches d'eau chaude en zone intertropicale, il faut qu'il y ait plus de 20 degrés entre ces 2 couches et de façon constante, hein, sans saisonnalité. Eh bien, on va avoir donc une machine, donc une turbine hein, que l'on va faire tourner avec cette évaporation d'eau de mer simplement sur 20 degrés, ou bien on prend un fluide annexe et un autre échangeur, et c'est un cycle à l'ammoniac. Bon, ce sont là il y a eu des projets de centrales à terre. L'Ifremer, il y a plus de 20 ans, avait un projet assez abouti qui n'a pas pu être réalisé pour des questions finalement de changement d'environnement économique. Mais depuis, il y a eu aussi des expérimentations, des prototypes flottants. Et là, ce que l'on vous montre, c'est un prototype, c'est un projet pour la Martinique développé par des CNS avec une puissance de 20 MW. L'autre façon de récupérer la température, c'est, les 2 autres façons, c'est soit de réaliser des systèmes d'air conditionné directement par le pompage d'eau froide. Et donc, il y a un magnifique hôtel à Bora Bora qui est équipé de ce système, très récemment équipé de ce système. Ou bien quelque chose qui peut se développer en zone dans nos climats en fait, hein, tempérés, eh bien, ce sont des pompes à chaleur. Et ce qu'on appelle communément la géothermie dans son jardin, avec des cycles d'eau que l'on fait passer dans son jardin, et bien là, c'est la masse d'eau de mer hein, qui peut être utilisée pour donc du chauffage urbain et donc des systèmes donc de récupération de calories. Il faut savoir que ça existe donc là à la Seine-sur-Mer, avec la problématique là, ce sont les échangeurs. Hein. Il faut vraiment effectivement avoir des systèmes qui résistent bien à la corrosion, comme même problématique qu'on retrouve pour l'énergie thermique des mers, production électrique. Mais il faut savoir que la ville de Stockholm est elle aussi a équipé aussi un de ses quartiers avec un système de ce type. Et enfin, une énergie dont on parle relativement peu en France, du moins, l'énergie osmotique. Là, si naturellement vous avez aussi une stratification, comme tout à l'heure, non plus thermique,
mais cette fois-ci, donc entre de l'eau douce en surface et de l'eau plus salée en profondeur, eh bien, vous pompez à 2 étages différents et avec un système d'osmose inverse, vous récupérez cette pression, la pression osmotique, et vous turbinez et donc obtenez de l'électricité. Alors ça, c'est bien si naturellement vous avez cette stratification, ce qui est le cas en Norvège, hein, dans les fjords. Mais quand on parle d'un énorme potentiel par le fait que des millions de mètres cubes se jettent en mer tous les jours dans les grands fleuves, en fait, tous les systèmes deltaïques, etc., ne sont pas propices, à moins qu'on en revienne au même système que ce que l'on a fait pour le marémoteur, c'est-à-dire à mettre de grands barrages donc en milieu estuarien, ce qui n'est très certainement pas l'avenir non plus. Voilà. Alors, après ce tableau, je l'ai un peu dressé dans l'ordre, si vous voulez, de maturité. Cette courbe que nous avons réalisée avec le bureau d'études Indicta pour France Énergie Marine a été agréée par l'ensemble de nos membres. Et donc, effectivement, le marémoteur est le plus mûr aujourd'hui. Et puis, derrière, vous avez le déploiement de l'éolien offshore posé. Puis, finalement, à peu près en même temps, le déploiement de l'éolien offshore flottant et de l'hydrolien. Et un peu plus tard, avec un petit peu encore 2 autres degrés de maturité à relever, l'énergie houlomotrice et puis l'énergie thermique des mers. Et pour des questions de coût et de mise au point des membranes osmotiques, eh bien, l'osmotique en dernier. Donc il y a de grandes perspectives, bien entendu, hein, sur les énergies marines. Alors que ce soit sur eh bien, l'énergie éolienne. Et donc, pour vous donner une idée, hein, parce que ça, c'est des chiffres de production, par exemple, sur le petit tableau de droite, la production électrique annuelle en France est de 600 TWh. Donc là, vous avez la possibilité, vers 2030, de produire cet équivalent avec de l'éolien offshore en général, imposé et puis flottant. Et vous avez ces parts non négligeables qui viennent donc toujours à ces mêmes horizons, qui pourront venir de l'hydrolien et un facteur 3 à 4 fois plus pour le houlomoteur, parce que le houlomoteur a un potentiel vraiment considérable, hein, tout autour de la planète et tout particulièrement en Europe. Sur la petite carte de gauche, vous avez ce que le syndicat européen des énergies marines, si vous voulez, hein, le UEUA, montre pour le développement des énergies océaniques à 2020 dans les différents pays d'Europe. Et donc quelques centaines de mégawatts pour la France et déjà à peu près 2 gigawatts pour le Royaume-Uni, dont il faut reconnaître qu'en particulier sur l'hydrolien, il y a une avance. Et donc, mais vous voyez, dans la carte européenne, la France est très bien située. Elle a naturellement le second potentiel en hydrolien et en houlomoteur, voire en éolien offshore, et puis cette volonté aussi, hein, donc de se développer. Alors, qu'est-ce qui va... La technologie, on m'a demandé de parler un petit peu je vais aller assez vite, de la technologie, mais qu'est-ce qui va conduire nos recherches? C'est aussi les recherches de diminution de coûts. Diminution de coûts sur l'investissement et par voie de conséquence, donc sur le coût du mégawattheure produit. Donc, vous avez ce tableau qui montre des chiffres qui peuvent paraître donc vraiment important, hein, de coût du mégawatt installé, par exemple, hein, qui est aux alentours de 4 à 5 finalement pour l'ensemble des machines donc d'énergie océanique au sens large et encore plus important pour l'ETM, mais des coûts d'OPEX qui sont donc au-dessus du marché actuel pour le marché de l'énergie continentale, hein, sur le grand réseau. Mais ce qu'il faut avoir aussi en tête, c'est d'une part que ces coûts de l'énergie vont de toute façon monter, que on va réaliser tous les efforts de développement pour que ces coûts diminuent. Et puis, par ailleurs, il y a différents paradigmes économiques. Ça, j'espère qu'on en parlera aussi ces jours-ci. Et par exemple, dans les milieux insulaires,
on a des coûts de production qui sont aujourd'hui très élevés et pour lesquels les énergies marines sont déjà compétitives. Alors, ce tableau-là est un tableau justement des questions particulières techno qu'il faut se poser, qui se pose technologie par technologie. C'est issu d'une réflexion de la du Marine Board de l'European Science Foundation, conduite par Marc Le Bouluec de l'IFREMER. Et ce groupe donc a élaboré ces guidelines-là, donc de sujets qu'il faut absolument résoudre pour passer certains caps. Donc pour l'éolien offshore, c'est vraiment justement passer l'étape du flottant et donc toute cette mécanique complexe de couplage ou de structure qui est à réaliser pour ces très grandes structures. Pour l'énergie de la houle, c'est en particulier le pilotage de ces systèmes, puisque parmi, alors oui, je ne vais pas parler d'énergie intermittente ou d'énergie de base, c'est évidemment une énergie intermittente, la houle, mais vous avez donc la possibilité, d'une part, d'avoir une bonne prévision de la houle, et même sur un champ de houle, de pouvoir donc optimiser la réponse de divers systèmes, et c'est dans cette voie-là qu'il faut aller. Pour le marémoteur, c'est passé donc de ces grands barrages estuariens à peut-être d'autres systèmes qui sont des systèmes de lagons et dont l'emprise est beaucoup plus limitée et puis par contre dont l'usage, l'optimisation d'usage sera meilleure. Pour le courant, c'est pouvoir utiliser des courants de moindre vitesse, de moindre force, puisque là, ces perspectives qui sont relativement limitées, que je vous ai montré à 2030, elles pourront être étendues quand on saura aussi exploiter des courants de moindre puissance. Et puis, bien savoir aussi optimiser la position des turbines les unes par rapport aux autres. Bref, là aussi, de l'optimisation. Et enfin, un point sur lequel il y a beaucoup de recherches à réaliser, c'est aussi concernant l'environnement, l'intégration environnementale de ces systèmes. Et là, c'est savoir ce qui se passe à la fois au niveau de la machine individuelle, mais au niveau aussi des champs et en fait de tout ce qui peut, de tous les effets cumulatifs qui peuvent se produire, savoir comment réaliser des états des lieux initiaux et des protocoles de suivi pertinents. Voilà, ben écoutez, j'en ai presque fini puisque vous allez, je pense, faire la même. Ce que je comptais faire là, c'était vous indiquer que les 6 conférences sur les énergies marines qui vont se dérouler cette semaine sur la Cité Quick. Mais si vous en parlez, je m'arrête là. Bon, bah, ça apparaît à l'écran de toute façon. Oui, c'est à l'écran. Bon, donc, voilà. Alors, donc la première, alors, qui se déroule aujourd'hui et demain, donc organisée par le SUT, est sur les technologies des énergies océaniques cette fois-ci. Donc effectivement, marée, courant et vagues. C'est donc des questions technologiques, de phase de développement des systèmes, de design, de test, d'évaluation, de certification. Et puis des questions, une session sur les questions environnementales également, des questions de partage d'usage et les premiers retours d'expérience européens. Le deuxième, c'est Marine Energy Brest 2012, on va dire complètement en anglais, du coup. Donc c'est sur les technologies des énergies marines, et cette fois-ci comprenant l'éolien offshore, avec une session spécifique sur l'éolien offshore. Et c'est regarder les voies d'évolution industrielle de ces systèmes. Donc la stratégie de la France, de ses voisins européens, des grands groupes industriels, faire le point sur les outils de R&D de validation, les sites d'essai, les bancs d'essai, et avec toute une session là-dessus. Et puis le point sur les technologies marines connexes, que sont donc la géotechnique, les méthodes de survey, la pose de câbles, l'électrotechnique sous-marine, etc., les questions de réseau de stockage et tous ces retours d'expérience. Troisième conférence organisée par l'UMR Amur, et qui est donc une conférence sur le droit et sur l'économie, va avoir des sessions sur l'implantation et l'espace marin, sur les questions d'acceptation sociale et de compensation, sur le droit applicable aux EMR et au marché des EMR, sur les modèles économiques et sur les dispositifs de soutien.
Quatrième conférence, Mérifique. Mérifique est un projet européen, hein, donc Interreg. Et nous là, y reviendrons tout à l'heure de toute façon. Voilà, voilà. Donc là, je ne le présente pas. OK. Sur la thématique insulaire. Voilà, hein, sur les régions ultrapériphériques et la thématique insulaire. Enfin, deux autres. Tenez, il y a donc sur la corrosion. L'Institut de la corrosion organise donc aussi un séminaire spécifique sur la corrosion pour les EMR, avec la problématique et les retours d'expérience de l'éolien offshore posé, qui a déjà des problèmes à l'intérieur des piles, sur les fondations, etc., qui a déjà des méthodes d'inspection spécifiques, des capteurs spécifiques. Il regarde les questions de protection cathodique, de coating et de modélisation pour cette corrosion. Et enfin, le dernier Marcom, quand on lit le texte, on est dans l'océanographie côtière opérationnelle, qui était mon ancien domaine, mais en fait, c'est bien le lien qu'il y a entre l'océanographie et le potentiel qu'ont les bateaux d'opportunité et les installations offshore pour produire de l'information pour l'océanographie. Et donc, c'est un séminaire tout à fait intéressant aussi, qui parle des capteurs physiques et biogéochimiques que l'on peut mettre sur ces installations. Merci Yann Hervé de Weck.